J. Radio J. Géopolitique le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Farid Vaïd, bonjour à vous. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à la Fondation Jean Jaurès, grand spécialiste de l'Iran. Washington s'est dit hier confiant, optimiste sur la tenue d'une deuxième session de négociation avec la République islamique d'Iran. D'abord, pourquoi la première session, la semaine dernière, le week-end dernier précisément à Islamabad au Pakistan, avait échoué selon vous ? Alors je ne sais pas si on peut dire que ça a échoué, mais en tout cas c'est l'accord sur le nucléaire de 2015, le JCPOA avait mis une dizaine d'années à être conclu. Donc on ne trouve pas un accord sur des sujets si complexes, si techniques. On parle de nucléaire, ils veulent parler de missiles, ils veulent parler des proxys, ils veulent parler d'une nouvelle architecture, on va dire, régionale. On ne peut pas trouver un accord sur ces sujets-là en quelques heures, même pas, j'ai envie de dire, en quelques semaines. Donc, est-ce que les Américains et les Iraniens sont d'abord d'accord sur les sujets qui devront être abordés et réglés par un accord ? Même pas. Ils sont d'accord à ce stade sur rien, à part le fait qu'ils n'ont pas, ni l'un ni l'autre, envie de continuer cette guerre. Voilà, pour des raisons différentes, ils n'ont pas envie de continuer la guerre. Ils sont très loin d'avoir un accord de fond, mais là, ils essayent de se mettre d'accord, on va dire, ils appellent ça en anglais un framework, un cadre de négociation. Donc, se mettre d'accord déjà sur les sujets. Est-ce qu'on parle des missiles ou pas ? Est-ce qu'on parle des proxys ou pas ? Les Iraniens n'en veulent pas. Les Iraniens veulent tout simplement... Comme dans l'accord de 2015, qui ne parlait que du nucléaire. Et ben en fait, c'est ça qui est un peu terrible, c'est que finalement, malgré la stratégie de pression maximale économique de Donald Trump qui a été mise en œuvre lors de son premier mandat, malgré la guerre de juin, malgré la guerre de février, on est au même point où on était avant toute cette stratégie, j'ai envie de dire, trumpienne. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a le sentiment qu'un accord style JCPOA+, un peu plus ferme que l'accord de 2015, conviendrait finalement aux Américains, parce qu'ils n'ont pas pu obtenir plus. Et les Iraniens, sans le balistique et sans la question des soutiens au proxy de l'Iran. Il faudrait, parce que même s'il y a un nouvel accord sur le nucléaire, en fait cet accord, in fine, ne donnera pas de bons résultats pour les mêmes raisons de 2015. Pourquoi Donald Trump sort en 2018 de l'accord ? Alors en France, on le prend souvent pour quelqu'un d'un peu d'extravagant, qui ne réfléchit pas trop, qui n'a pas beaucoup de stratégie. Voilà, je ne vais pas commenter certains de ces tweets qui sont effectivement problématiques, on pourra en parler. Mais sur le nucléaire, le sujet était assez simple. Les Américains considéraient qu'avec le JCPOA, on va dire le dossier nucléaire était en partie réglé, même s'il y avait quand même quelques défis techniques. En revanche, ça laissait beaucoup de marge de manœuvre aux Iraniens. L'Iran avait connu 12% de croissance économique en 2016, grâce, on va dire, à l'accord nucléaire. Donc, et à la levée des sanctions. Évidemment, parce que c'est ça la contrepartie. Les Iraniens acceptent des limites sur leur dossier nucléaire en contrepartie de la levée des sanctions secondaires. Et aujourd'hui, ils exigent même une levée des sanctions primaires. Les sanctions primaires, ce sont les sanctions qui visent les entreprises américaines. Donc ça veut dire une croissance économique importante en Iran. Mais si vous n'avez pas réglé aussi le problème des missiles, le problème des proxys, plus globalement, en fait, le problème du rôle régional de la République islamique d'Iran dans la région, on va se retrouver avec le même problème. Ça veut dire, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent ? Ça va faire augmenter leur budget militaire, ça va faire augmenter leur marge de manœuvre, ça va faire augmenter les aides au Hamas, au Hezbollah, au Houthi, ça va faire plus de missiles. Donc en fait, on ne peut pas séparer l'un de l'autre. Je sais que certains ont envie de le faire dans les milieux diplomatiques. Évidemment que c'est des sujets complexes, mais il faut comprendre qu'un accord provisoire sur le nucléaire, tant qu'on ne règle pas les autres problèmes, ne sera qu'un accord provisoire. Et tôt ou tard, il y aura d'autres problèmes avec la République islamique d'Iran. Mais est-ce que Trump peut accepter un accord partiel, lui qui a tant critiqué le plus mauvais accord de l'histoire à travers le JCPOA de Barack Obama ? Enfin, en tout cas signé par l'administration Obama. Donald Trump est dans une situation extrêmement délicate. Il n'y a pas de bon scénario en ce moment pour lui. Sans doute qu'il pensait qu'en frappant très fort, dès le début de la guerre, l'État iranien, le régime iranien allait s'effondrer, ou qu'au moins les dirigeants iraniens post-Khamenei allaient accepter une capitulation. On n'est pas dans ce scénario-là. Et je pense qu'ils n'avaient pas anticipé les conséquences économiques, politiques, stratégiques de la fermeture du détroit d'Ormuz. Sans doute qu'ils avaient sous-estimé les capacités de renseignement, les capacités militaires aussi du côté iranien. Et Donald Trump, donc aujourd'hui, il est dans une situation extrêmement délicate. Le régime iranien prend en otage l'économie mondiale. Ils ont pris en otage toute la stabilité de la région. Et j'ai envie de dire, dans une certaine manière, mais on pourra nuancer, ils sont plus résilients que les États-Unis. Pourquoi ? C'est pas qu'ils sont plus forts militairement. Il n'y a aucun doute, les Israéliens et les Américains dominent la situation militaire.
technologiquement aussi. En revanche, ils sont plus résilients parce que c'est une dictature. C'est-à-dire la vie des gens importe peu pour la République islamique d'Iran. Les pro-régime morts, ce sont des martyrs, les anti-régimes, peu importe. Ils ont tué eux-mêmes 30 000 personnes en 48 heures. La situation économique importe peu. Ils ont une autre rationalité. Dans leur rationalité, aujourd'hui, la seule question, c'est la survie. Donc, tant que le régime ne tombe pas, pour eux, c'est perçu comme une victoire. Alors que pour Trump, ce profil les midterms de novembre prochain. Alors que pour Trump, les États-Unis d'Amérique sont toujours une démocratie. Donc, il y a des élections, il y a l'opinion publique, il y a d'autres forces au Sénat, au Congrès, même au sein des républicains, des MAGA. Donc, il ne peut pas ne pas considérer tous ces éléments-là. Ils ne peuvent pas avoir un prix du baril de pétrole à 100, 110, 120, 130 dollars pendant plusieurs mois. Et c'est impossible. Il va perdre les élections et s'il perd le Sénat, les 2 prochaines années, pour lui, ne seront d'aucune utilité aux États-Unis. Les deux partis, au moins sur le plan politique et sur le plan intérieur, n'abordent pas de manière complètement, dans une position complètement déséquilibrée, cette éventuelle deuxième session en fait, qui pourrait se tenir très prochainement. Ce qu'il faut quand même bien comprendre, c'est que sur cette guerre, on est dans une guerre de résilience. Mais pas de résilience d'une même nature. D'un côté, les Iraniens, ils ont découvert finalement leur plus grande force de dissuasion. Ce n'est ni le nucléaire, ni les missiles, ni les proxys. C'est la nature, c'est la géographie. C'est un détroit large de 50 km avec lequel ils peuvent perturber l'économie mondiale. Donc ils sont en train de jouer de cette carte. Et finalement, j'ai envie de dire, peut-être la décision la plus rationnelle que Donald Trump ait prise depuis quelques semaines, c'est le blocus. On va y venir dans un instant. Alors, beaucoup de commentateurs semblaient ne pas comprendre l'intérêt. Et ils se moquaient même des Américains en disant, bon, de bloquer un blocus, ça n'a pas de sens. Eh bien si, ça a complètement du sens. Je l'avais déjà dit il y a quelques semaines, que si les Iraniens, eux, profitent du détroit d'Ormuz en exportant, en continuant les exportations de pétrole vers la Chine, alors ça doit être ouvert pour tout le monde. Ça doit être fermé pour tout le monde. Aujourd'hui, les Américains, ils essayent d'asphyxier l'économie iranienne. Ouais, on a vu des chiffres aujourd'hui, notamment dans un papier assez détaillé du journal Le Monde. La situation économique en Iran est catastrophique. On ne parle pas de 4-5%, on en reviendra, mais la situation économique est Farid, complètement catastrophique. Je voudrais juste qu'on termine sur l'un des points majeurs, peut-être le plus important de ces discussions en cours, la question nucléaire. Est-ce que vous imaginez les Iraniens accepter davantage de concessions sur cela, en particulier sur la question d'un long moratoire? Les Iraniens apparemment ont proposé 5 ans, les Américains exigent 20 ans. Est-ce qu'ils peuvent se retrouver sur une ligne commune Les Iraniens disent 5, les Américains 20, ils se mettront d'accord sur 10. Et je pense que sur le nucléaire, ils peuvent trouver un accord pour plusieurs raisons. Déjà, les installations nucléaires iraniennes ont été fortement, on va dire, affaiblies par la guerre de juin et par ces dernières guerres. Donc de toute façon, ils sont prêts à donner une carte qu'ils n'ont plus vraiment dans les mains. Je pense que sur le droit, ce qu'ils appellent eux le droit à l'enrichissement, ça va être compliqué. Ils veulent garder... Sont signataires de... Oui, du traité de non-prolifération, et c'est devenu quelque chose de trop stratégique pour les Iraniens. C'est aussi devenu une question, on va dire, de fierté pour le régime et pour leurs partisans. Ça faisait partie intégrale de la stratégie de l'ancien guide, Khamenei. Donc, ne serait-ce que symboliquement, ils voudront dire qu'on a gagné contre les États-Unis ce droit à l'enrichissement, mais en échange, ils peuvent accepter d'arrêter d'enrichir pendant 5-10 ans. Le problème, c'est que même s'ils n'enrichissent pas, ça ne va pas les empêcher de continuer les recherches. Vous savez, entre 2015 et 2018, ils l'avaient fait. C'est pour ça que très vite, après la sortie de Donald Trump, ils ont réussi à enrichir à des taux très importants, dans des quantités très importantes aussi. Donc voilà, sur la question du taux d'enrichissement, ils peuvent se mettre d'accord. La question des inspections et la question aussi de ces 450 Je pense que sur les inspections de l'AIEA, ils peuvent se mettre d'accord, mais une autre question, on va dire, compliqué, c'est la question des 440 kg d'uranium enrichi à 60% en Iran. Là où les Américains veulent qu'en fait ce stock d'uranium sorte du pays, et les Iraniens disent non, ça restera dans le pays, mais on va le diluer sur place. Qu'est-ce que ça change ? Ça change que les Iraniens gardent quand même un peu la main sur la situation, et ça change surtout que c'est des dossiers extrêmement techniques, encore une fois. Donc les Iraniens connaissent parfaitement le sujet. Je pense que là aussi on est face à un déficit d'expertise dans les deux délégations. D'un côté, vous avez la délégation iranienne qui négocie sur ce nucléaire, quelqu'un comme Araghchi, depuis des années. Il est sur ce dossier depuis des très longues années. Et de l'autre côté, je ne suis pas sûr que J.D. Vance ou Steve Witkoff connaissent assez bien les détails techniques du dossier. Donc voilà, il faut faire très attention de ne pas signer aussi, de tomber dans la tentation de signer un accord qui, en apparence, serait un bon accord en disant que voilà, pendant 10 ans, ils ne vont plus enrichir, mais que dans les faits, ça serait
pas assez utile et productif pour les Occidentaux. Tout ça est évidemment suivi de très près par les Israéliens. Benjamin Netanyahou a déclaré hier qu'Israël était prêt à reprendre la guerre contre l'Iran alors que le cessez-le-feu s'achève officiellement dans 5 jours. On verra ce que donnera la prochaine session. Farid Vaïd, quelles pourraient être les cibles principales cette fois des Américains et des Israéliens? Ça serait désormais peut-être davantage les infrastructures économiques du pays? Oui, et c'est pour ça que je disais qu'il n'y a plus à court terme en tout cas, il n'y a pas de bonnes options militaires pour les Américains. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ils ont déjà frappé des cibles politiques, ils ont frappé des cibles nucléaires, ils ont même frappé des cibles dans des infrastructures pétrochimiques, et la capacité de production d'acier en Iran a fortement diminué, par exemple, depuis la guerre de février-mars. Donc, s'ils continuent la guerre, ça veut dire on va aller vers une escalade beaucoup plus importante, qui vont frapper vraiment, on va dire, les infrastructures civiles du pays, comme les centrales électriques, énergétiques, qui vont donc toucher directement la population. Et c'est là où il faut faire très attention, parce qu'on est sans doute face à la population la plus occidentalisée de la région. On est face à une population qui n'est pas, en grande partie, je ne parle pas évidemment, il y a une minorité pro-régime, mais en grande partie, la population iranienne n'est pas anti-américaine, n'est pas anti-israélienne, n'est pas antisémite, n'est pas anti-occidentale, ce qui n'est pas le cas de certains autres pays de la région. Mais si on continue à faire des tweets comme « ce soir, toute une civilisation va disparaître », Donald Trump la semaine dernière. Oui, s'ils ne font pas attention à certaines frappes, notamment sur des écoles, par exemple, s'ils frappent des infrastructures, encore une fois, énergétiques, ça ne touche pas le régime. Le régime, ils sont dans une idéologie de toute façon jusqu'au boutiste. Et ils ont une idéologie du martyr, qui est très ancrée dans le chiisme. Donc, il faut faire attention, en fait, de ne pas se tromper de cible. L'idée principale de cette guerre, c'était d'aider les Iraniens, de se débarrasser de la République islamique d'Iran. Et c'est là aussi, je pense qu'il y a un problème. C'est que les objectifs de cette guerre, du côté américain, du côté israélien, ça a toujours été plutôt clair. Mais du côté américain, les objectifs changent tous les jours. Alors un jour, c'est d'aider les patriotes iraniens, l'autre jour, c'est de détruire un pays et de le ramener à l'âge de pierre, l'autre jour, c'est de détruire la marine. Il faut quand même avoir une stratégie claire. Et moi, je pense que la meilleure stratégie, c'est de compter sur les Iraniens, la population iranienne, de les aider. Ça veut dire affaiblir les forces de répression, de cibler les gardiens de la révolution, de cibler la police anti-émeute, de cibler les tribunaux, de cibler ça a été fait déjà. Les crimes. Ça a été fait, mais il y en a toujours beaucoup. Je veux dire, c'est un pays qui fait 3 fois la taille de la France. Faut pas croire qu'on ne parle pas... alors je dis ça sans aucune forme de mépris, je parle vraiment géographiquement, mais on ne parle pas du sud Liban. On parle d'un pays qui fait... Vous savez, le nord-ouest de l'Iran au sud-est de l'Iran, c'est l'équivalent de Manchester à Athènes. Le pays est grand. C'est immense. Donc on peut continuer, à essayer d'affaiblir le régime, mais il ne faut pas oublier que, in fine, c'est à la population iranienne de prendre son destin en main, et c'est que la population iranienne qui peut faire tomber le régime militairement. Il faut sortir de cette illusion de croire qu'avec une campagne de bombardement même très intense, on va faire tomber la République islamique d'Iran. Et je pense que les Américains n'ont pas envie d'envoyer 500 000 soldats pour envahir l'Iran. Voilà, ça n'a pas été fait très souvent dans l'histoire de l'Iran, des invasions terrestres. Donc ça, il faut garder cet objectif-là en tête, et en parallèle, aider l'opposition iranienne, l'aider à se structurer. Et certains parlent même d'armer certains groupes en Iran. Donc il faut garder tout ça en tête, comprendre que c'est une stratégie globale et de ne pas tomber dans une vision court-termiste finalement qui serait contre-productive et qui serait utile au régime finalement. Stratégie globale donc qui se déploierait sur un certain nombre de leviers, qui prendrait peut-être beaucoup plus de temps que cette seule guerre de 2 mois, 3 mois. Il faut penser sur les temps longs, cette guerre, cet affrontement. Vous posez une excellente question, parce que je voulais vraiment venir sur ce point. Cette guerre actuellement, en tout cas sous la forme dont elle est menée, et la communication stratégique aussi de la Maison-Blanche et certains tweets de Donald Trump, je pense que ça nous montre aussi les limites de ce que j'appelle la méthode trumpienne. Donald Trump, il aime bien les actions courtes, décisives, avec beaucoup de gains et très peu de risques. Sur certains dossiers, ça ne fonctionne pas. Si c'était si facile avec l'Iran, on l'aurait déjà fait. Bush l'aurait fait, d'autres l'auraient fait, les Israéliens l'auraient déjà fait. Je veux dire, si c'était un dossier facile à gérer, la population iranienne l'aurait déjà fait. Donc en fait, et ça, il faut le comprendre, c'est difficile. On ne va pas avoir une solution magique en 2, 3, 4 jours. Donc il faut une stratégie globale, à court, moyen, long terme. Après, à court terme, on a des priorités. Par exemple, empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire.
d'ouvrir le détroit d'Ormuz, venir à l'aide de certains de nos alliés dans la région qui se sentent complètement abandonnés, garantir la sécurité d'Israël et des autres pays de la région. Ça, c'est des objectifs qu'on doit garantir à court terme. À moyen terme, trouver une solution plus durable sur le nucléaire, sur la stratégie régionale. Et à long terme, ça ne veut pas dire que ça va arriver dans 10-15 ans. Peut-être que le régime va tomber dans 2 ans. Peut-être que ça va tomber dans 6 mois. On n'en sait rien. Ça dépendra de la prochaine vague de contestation. Mais ça, il faut bien le garder en tête, que vous avez la stratégie militaire, vous avez la stratégie économique, vous avez la stratégie de soutien à l'opposition, et c'est ensemble, si ça reste cohérent, ça pourra donner un résultat. Dans quel état, Farid Vaïd, se trouve actuellement, autant qu'on puisse le savoir, l'appareil directionnel politique et militaire iranien ? Alors ça aussi, c'est une question très, très intéressante. Qui prend aujourd'hui les décisions en Iran ? Alors, on parle beaucoup en France du régime des mollahs. Alors, il faut bien comprendre que le régime iranien est un régime complexe. C'est un État moderne, une structure moderne, étatique, avec des ministères, des institutions, des hauts conseils à la sécurité nationale. La constitution iranienne, il faut la lire, elle est assez détaillée avec des millions de fonctionnaires. Donc jusqu'à présent, en Iran, vous avez des courants qui ne pensent pas tout à fait de la même manière, qui sont différents. Rouhani, Ahmadinejad, ils sont tous pro-régime, évidemment, mais ils n'avaient pas les mêmes stratégies. Et même Ahmadinejad, qui était ultra conservateur, c'était un fanatique et qui niait même l'existence de la Shoah, lui avait des tensions avec les gardiens de la Révolution. Il les appelait les frères et dealers. Et certains, je crois, le soupçonnaient même à l'époque d'envisager de mettre un terme à la guidance suprême. Exactement, il avait des très mauvaises relations à la fin de sa présidence avec l'ayatollah Khamenei. Donc il faut garder ça en tête. Vous avez des courants différents. Mais jusqu'à présent, il y avait une personne qui s'appelait l'ayatollah Khamenei, qui était le guide de la Révolution. C'était son rôle constitutionnel, qui faisait l'arbitrage, qui tranchait sur des sujets, on va dire, stratégiques majeurs, quand ils ne pouvaient pas se mettre d'accord. Quand le chef des gardiens et le chef de l'armée régulière et le président ne pouvaient pas se mettre d'accord, c'était le rôle du guide de trancher sur le sujet. Aujourd'hui, ça, c'est l'une des conséquences de la guerre, c'est que, on va dire, le processus de prise de décision stratégique et politique en Iran a été fortement ralenti. Parce que Mojtaba n'a pas la légitimité de son père, ni la légitimité politique. Il n'a eu aucun poste politique avant d'être nommé guide. Ce qui n'était pas le cas de son père, il avait été président avant d'être guide. Il n'a pas la légitimité religieuse, il n'est pas ayatollah, à proprement parler. Il n'a évidemment pas la légitimité populaire, et même au sein du régime, il n'a pas un charisme, ou il n'est pas comme son père l'était pour les partisans du régime. Donc aujourd'hui, je pense que la plupart des analystes sérieux sur le sujet le disent, en fait, les décisions se prennent de manière collégiale au sein de ce qu'on appelle le Haut Conseil à la sécurité nationale. Donc vous avez le chef du Parlement, Ghalibaf, qui a gagné beaucoup d'influence. C'est l'ancien maire de Téhéran, l'ancien chef de la police, aviateur, ancien commandant des gardiens de la Révolution, et il a toujours rêvé d'être à la tête de la République islamique d'Iran. Vous avez le chef des gardiens de la Révolution. Vous savez aussi le secteur privé, le secteur, les oligarques, on en parle très peu, mais ils sont extrêmement puissants en Iran. Donc, ils doivent se mettre d'accord ensemble. Et d'ailleurs, apparemment, l'une des raisons pour laquelle, la semaine dernière au Pakistan, ils n'ont pas trouvé même un accord sur le cadre, c'est parce que les Iraniens, ils n'étaient pas d'accord entre eux. Ils devaient retourner à Téhéran pour continuer les négociations, j'ai envie de dire, internes. Mais aujourd'hui, qui prend les décisions en Iran ? Est-ce qu'il y a un arbitre ? On met beaucoup en avant le rôle de Ghalibaf qui a rencontré, qui s'est entretenu ce midi avec le chef de l'armée pakistanaise. C'est l'un des hommes forts à l'évidence. Est-ce que c'est lui aujourd'hui qui prend la main, qui a pris la main ? Je ne pense pas qu'aujourd'hui en Iran, il y ait une personne qui soit en mesure de prendre les décisions. Ils doivent se mettre d'accord et parler ensemble. Donc on peut faire une liste d'une dizaine de personnes. Mais c'est là le problème, on va dire, majeur de la République islamique, le problème politique en tout cas. Et là, pour le coup, il faut le dire, Donald Trump et cette guerre et ces opérations-là, américano-israéliennes, ont eu au moins cette efficacité-là et cette conséquence-là, c'est que l'ayatollah Khamenei en Iran devait de toute façon disparaître. Tant qu'il était là, on n'aurait pu imaginer aucun changement positif, aucun changement même au sein du régime dans des futures négociations. Je ne vous parle même pas du sort de la population. Donc voilà, ça c'est fait et maintenant, on verra dans les prochaines semaines si les Iraniens acceptent de faire des concessions, s'ils acceptent d'entamer des négociations substantielles sur le dossier nucléaire, sur le dossier régional avec les Américains, ça voudra dire que ceux qui prennent maintenant le pouvoir en Iran sont peut-être un peu plus, je dirais pas réalistes, c'est un mot trop noble pour l'employer pour des dirigeants de la République islamique, mais en tout cas, qu'on ait changé un peu politiquement, géopolitiquement. Si on les gardiens de la Révolution ont repris la main, en tout cas,
dans ces différents courants qui se font face, qui collaborent, mais qui s'affrontent aussi parfois. On dit on lit en tout cas que les gardiens de la révolution sont plus puissants depuis la mort de Khamenei. C'est représenté notamment par Ali Baf et par d'autres. Est-ce que c'est votre analyse également, Farid Vahidi? Est-ce que ça pourrait en tout cas avoir pour effet de durcir la position stratégique, diplomatique, militaire de la République islamique, ou c'est trop tôt pour le dire encore? Ce qui est vrai, c'est que les gardiens de la révolution aujourd'hui contrôlent en grande partie le pays, pour le simple fait que le pays est en guerre. Donc les gardiens de la révolution sont les forces militaires et considérées les forces militaires légitimes du pays. Donc le pays qui est en état de guerre, ça revient aux gardiens de prendre les décisions stratégiques majeures du pays. Et évidemment qui sont beaucoup plus radicaux que certaines autres forces du pays. Je pense notamment au commandant général Vahidi, qui est un terroriste, qui est un fanatique, un assassin, oui, qui est quelqu'un qui a ordonné l'attentat en Argentine en les années 90. Qui est quelqu'un d'extrêmement problématique, extrêmement dangereux, et il n'est pas le seul. Donc évidemment, si le résultat de cette guerre, c'est un Iran ravagé économiquement, avec moins d'infrastructures civiles, avec un Khamenei 30 ans plus jeune et des gardiens fanatiques qui prennent toutes les décisions politiques du pays, je veux dire, il ne faut pas mâcher les mots. Ça aurait été une grande défaite, cette guerre, pour tout le monde. Pour les Iraniens en premier lieu, mais pour nous aussi. Donc c'est pour ça que je disais au début, il faut garder quand même des objectifs clairs en tête, et il ne faut pas tomber dans peut-être cette tentation trop facile du côté américain à se dire, bon, à défaut d'avoir une stratégie politique, on bombarde, on tape, on verra ce que ça donne. Les États-Unis ont annoncé la nuit dernière renforcer encore leurs sanctions contre le secteur pétrolier iranien, en particulier contre les infrastructures de transport. Quel est le coût, vous en avez dit un petit mot tout à l'heure, je voudrais qu'on développe ensemble, Farid Vahid, le coût économique provisoire de cette guerre pour l'Iran, dont la situation économique et sociale était déjà particulièrement fragile avant le 28 février, notamment en matière d'inflation des prix et de dévaluation de sa monnaie, des effets de ces deux phénomènes économiques? Alors la situation, elle est catastrophique. Aux États-Unis, si on passe de 3 à 6% d'inflation, on aura déjà de sérieux problèmes. L'Iran connaît une inflation de plus de 50% depuis 10 années, déjà. La situation a été déjà complètement catastrophique en raison des sanctions, mais pas que. Surtout en raison de la corruption systémique de la République islamique, qu'ils ont mis en place une économie de rente, qui est une économie absolument mafieuse, une économie malade, qui aide les proches du régime à s'enrichir. Vous savez, si vous allez dans les quartiers nord de Téhéran, dans les quartiers bourgeois, les quartiers chics de Téhéran, on peut avoir l'impression d'être à Beverly Hills. C'est assez impressionnant, le nord de Téhéran. Et quand on regardait le sud de Téhéran, les gens n'ont pas de viande à manger. Donc l'Iran, c'est aussi ça. C'est un pays avec des très très fortes inégalités, parce que c'est un pays riche. Où est partie cette richesse? Dans les poches des proches du gardien, les milices pro-régime dans la région et autres. Et donc, on était déjà dans cette situation-là. Mais avec cette guerre, la situation va devenir absolument dramatique et ingérable, et ça va être intenable pour la République islamique d'Iran. Alors, les chiffres provisoires qui ont été donnés par le régime, ils parlent d'un coût d'environ 300 milliards de dollars pour ces 40 jours de guerre. C'est énorme. 300 milliards de dollars sans calculer l'inflation, le chômage et les dégâts militaires. 300 milliards de dollars juste sur l'économie, on va dire, civile du pays. Avec des pertes, je crois, quasiment de 500 millions de dollars par jour avec le blocage d'Ormuz. Et pas que. Le blocage d'Ormuz cause beaucoup de pertes aux Iraniens, mais on en parle très peu. Et la fermeture de l'Internet aussi. Les Iraniens, l'économie iranienne est très dépendante d'Internet, d'Instagram, de Telegram, de WhatsApp. Beaucoup d'Iraniens, beaucoup d'entrepreneurs ont besoin d'Internet pour leur économie. Cet Internet est inaccessible depuis plus de 40 jours. Le FMI parle d'une contraction de l'économie iranienne de plus de 7%, et c'est provisoire. C'est-à-dire l'Iran, qui était censé avoir une toute petite croissance d'environ 1% avant la guerre, va sans doute, selon les économistes en Iran, je disais la presse iranienne ce matin, va sans doute avoir une croissance négative de moins 10% l'année prochaine. Je ne sais pas si on s'en rend compte de ce que ça veut dire. Moins 10% en France, c'est la révolution, parce que ça veut dire des millions de pertes d'emplois. Donc la situation, c'est pour ça, j'entends beaucoup aussi dans certains médias, certains experts dire le régime tient bon. Pas du tout. Le régime est toujours en place parce qu'il ne montre aucune limite dans l'emploi de la force létale, parce qu'ils ont une sauvagerie, mais qui a eu peu d'équivalent dans l'histoire moderne depuis la Seconde Guerre mondiale. Finalement, on est très impatients globalement dans nos analyses occidentales. Les véritables chiffres peut-être les plus importants, c'est ceux que vous venez de nous donner sur l'économie, les effets économiques de cette guerre. Et on verra à ce moment-là si cette guerre aura été une réussite ou pas sur la question en tout cas de la survie de ce régime. Mais encore une fois, après tout dépend de comment on définit l'objectif et les objectifs de guerre. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense que
Ce double phénomène d'un côté des réseaux sociaux et des chaînes d'information en continu fait que nous sommes en fait devenus, comme vous le dites, très impatients. C'est-à-dire on vit une guerre en direct tous les jours, c'est un peu exaspérant d'ailleurs, mais 30 jours, 40 jours, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Il y a eu des guerres qui ont duré des années. Alors, je dis pas que c'est souhaitable et que c'est une bonne chose. 10 minutes à commenter le clip IA de Lego, Tout à fait. Ce qui est ridicule. Développé par la propagande iranienne. Bon, on peut, si ça intéresse certaines personnes, pourquoi pas faire une émission sur la propagande iranienne et son évolution. Évidemment, ça a changé de nature, ça en dit quelque chose aussi sur certains changements à l'intérieur du régime. Mais les vraies conséquences de cette guerre, on n'en parle pas beaucoup, je trouve, mais je pense que c'est dû à un déficit peut-être de connaissances ou intellectuelles. Les vraies conséquences sont les conséquences politiques sur l'appareil politique de la République islamique, sont les conséquences militaires et surtout les conséquences économiques. Nous sommes face aujourd'hui à un désastre économique et que le régime ne pourra trouver de solution pour cette crise s'il ne trouve pas d'accord et de lever des sanctions avec les Américains. Donc quand on dit que les Iraniens, ils ont la main haute sur les négociations avec le détroit d'Ormuz, ce n'est que partiellement vrai. Parce que d'accord, c'est un peu gênant de payer un peu plus son essence en France ou aux États-Unis, mais la vraie crise économique, elle n'est pas chez nous, elle est là-bas. Pour terminer, hier, le directeur du Mossad, David Barnea, a déclaré que la mission de son agence ne s'achèverait dans cette guerre qu'avec la chute du régime des Mollahs. Que sait-on davantage depuis 2 mois du degré d'infiltration du Mossad en Iran, alors que Téhéran a annoncé de nouvelles arrestations ces derniers jours? Alors d'abord, juste une explication peut-être politico-stratégique sur ce qu'il dit. C'est tout à fait cohérent de leur point de vue. Alors, c'est vrai que du côté américain, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre les objectifs. Du côté israélien, c'est rationnel. C'est rationnel. Après, ça donnera le résultat cherché ou pas, c'est autre chose, on verra. Mais c'est rationnel de dire que tant que la République islamique d'Iran est en place, il n'y aura pas de paix, de stabilité durable dans la région pour les Israéliens. Et moi, je le pense sincèrement, je l'ai dit depuis des années, tant qu'il n'y a pas un minima, une entente cordiale entre Téhéran et Jérusalem, on n'aura pas de stabilité dans cette région. Donc voilà, ça c'est cohérent comme objectif. Après, on verra sur les méthodes, on pourra en parler. Sur le degré d'infiltration, je pense qu'elle est extrêmement visible, on le voit. Le Mossad n'a presque aucune difficulté à infiltrer les plus hauts cercles politiques en Iran pour plein de raisons. Parce que beaucoup d'Iraniens anti-régime, ça ne vous a pas échappé, parce qu'il y a des gens corrompus aussi, parce qu'il y a des gens qui peuvent le faire aussi par sympathie, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas mener ce type d'opération, ce type d'élimination ciblée. Vous savez, la guerre, elle a duré 40 jours, si je ne me trompe pas. On parle le régime, c'est le chef du régime, de 3000 morts. C'est horrible. Chaque mort est une tragédie, mais si on compare avec d'autres guerres, d'autres terrains, ça montre qu'il y a quand même une capacité de ciblage assez précise. Je parle de cette guerre-là. Il y a un très haut niveau. Évidemment qu'il y a eu le problème de l'école, sans doute dû au logiciel Palantir et l'emploi excessif peut-être de l'intelligence, sans doute même artificielle. Mais en tout cas, on voit aujourd'hui, dans la manière dont ils arrivent à éliminer, par exemple, le chef de la force maritime des gardiens de la Révolution dans le sud de l'Iran. D'autres responsables, très hauts responsables des gardiens de la Révolution à Téhéran, sans oublier l'opération contre l'ayatollah Khamenei. Évidemment que c'est, d'un point de vue purement renseignement, c'est impressionnant et ça montre qu'eux ont réussi à infiltrer là où de l'autre côté, ce n'est pas du tout le cas. Les Iraniens n'ont pas réussi, à ma connaissance, à éliminer ne serait-ce qu'un lieutenant ou un colonel du Tsahal. Merci beaucoup Farid Vaïd d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à la Fondation Jean Jaurès. On peut écouter cet échange en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. À très bientôt sur Radio J. Merci à vous.